Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers. Nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur. Et aujourd'hui, suite à un échange avec un auditeur, nous allons causer ensemble de stations orbitales. Bonjour à toi Claude. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Vous l'entendez peut-être dans ma voix. J'ai un gros rhume. Il paraît qu'on n'en meurt pas, là, mais j'ai une voix un peu rauque à matin. Fait que j'espère que ça va bien se passer. Ben oui, ce qui est intéressant, c'est qu'un de nos auditeurs, Cédric Caillot, nous a écrit il y a quelque temps pour nous suggérer de parler des stations orbitales en nous envoyant une belle série de questions. Et j'ai trouvé le sujet très intéressant parce que on en a déjà parlé dans des balados antérieurs, mais là, on va l'apporter de façon plus globale, plus en général, qu'est-ce que les stations spatiales? Donc, on va se servir des questions de Cédric, auxquelles on a rajouté d'autres questions. Juste peut-être souligner qu'on a déjà évidemment parlé du sujet, notamment dans 4 balados. On les cite, peut-être ça pourrait servir de complément d'information. Il y avait le balado 17, ça commence à remonter, qui s'intitulait « Vivre à bord de la Station spatiale internationale ». Il y a le balado 62 qui est dans les secrets de la cosmonautique soviétique, où là aussi on parle des stations spatiales russes, évidemment. Il y avait le balado 111 qui raconte l'ultime course à l'espace entre les stations Salyut et Skylab. Et finalement, le balado 153 qu'on a diffusé récemment qui racontait les petits à-côté moins glorieux de la vie à bord d'ISS. Donc là, on parlait en détail de certains programmes. Aujourd'hui, on y allait de façon plus globale. C'est un beau défi que nous a proposé Cédric et ça va faire, je pense, un bon balado. Et nous en profiterons également pour ajouter nos questions à celles de Cédric. Mais pour commencer, il est utile de tracer rapidement l'histoire des stations spatiales. Dans les années 1950, à l'aube de la conquête de l'espace, nous avions 3 grands rêves. S'installer et vivre en orbite autour de la Terre à bord de gigantesques cités de l'espace, explorer puis vivre et travailler sur la Lune et sur Mars, et enfin parcourir et explorer le système solaire, un peu à la manière de Star Trek. On était alors convaincus que tous ces beaux rêves seraient réalisés, sans doute, avant l'an 2000. Ajoutons que le rêve de grandes stations orbitales remonte même au début du XXe siècle avec le grand théoricien russe Konstantin Tsiolkovsky, alors qu'au début des années 1950, Wernher von Braun nous faisait miroiter une grande station orbitale en forme de roue et desservie par des navettes spatiales. On en parlait dans le balado 107 sur l'époque américaine de Wernher von Braun. Pourquoi rêvait-on tant, à l'aube de l'ère spatiale, de stations orbitales ? On parlait même d'établir autour de la Terre de véritables cités de l'espace, Claude. Alors pourquoi ces stations orbitales faisaient-elles rêver ? En fait, quand on remonte aux années 50 et qu'on lit la littérature de l'époque, on se rend compte qu'on rêvait de coloniser l'espace un peu comme on a colonisé les Amériques 500 ans plus tôt. On avait une vision assez romantique. On disait, un jour, on va s'installer en orbite autour de la Terre. Il va y avoir des cités en orbite. On va aller s'installer sur la Lune. On va s'installer sur Mars. On va explorer le système solaire, un peu comme on a exploré les océans au 15e, 16e siècle. On va découvrir de nouvelles terres. On avait une vision très, très romantique de dire ce qui s'est passé il y a à peu près 400-500 ans sur l'ensemble de la planète, vu d'un point de vue européen, ben on va faire à peu près la même chose dans l'espace. C'est donc une vision romantique des choses, un peu plus pour l'imaginer le Far West, les Indiens en moins, mais c'était vraiment la vision romantique de dire ce que l'on a vécu il y a 400-500 ans, la découverte et la colonisation de l'Amérique, ben on va le refaire dans l'espace. Et dans les années 50, on rêvait d'accomplir toutes ces belles choses avant l'an 2000, donc dans la moitié du siècle qui allait arriver. Pourtant, ça n'est pas arrivé. Alors pourquoi ? On était très optimistes. On se disait, imaginez, on est dans les années 1950, d'ici 50 ans, on va s'installer sur la Lune, on va explorer le système solaire. C'est pas arrivé. La réponse courte à cette question-là, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Ça s'est avéré beaucoup plus complexe de coloniser l'espace qu'on l'avait imaginé à l'époque, et même que technologiquement, c'est impraticable. En fait, c'est comme dans bien des choses dans la vie. Hein? Il y a souvent une grande différence entre nos rêves et la réalité. Donc, les choses sont toujours plus complexes dans la vraie vie que... Je devrais une parenthèse, des fois, souvent dans la vie, on a des très bonnes idées, mais quand vient le temps de les appliquer, c'est autre chose. Pour en parler un peu plus loin, on a consacré 2 balados à ce sujet-là. Le balado 61, qui était « Pourquoi nos rêves ne se réalisent jamais », et le balado 612, « Que penser des beaux rêves de l'espace », où là, on explore un peu plus
comment se fait-il qu'on avait une certaine vision de l'espace et que finalement, ça ne s'est pas avéré? Comment se fait-il que tout ce qu'on pensait qui arriverait en l'an 2000, aujourd'hui, on est en 2025, puis c'est toujours pas arrivé, puis on voit pas le jour où ça va arriver. On peut penser à l'exploration de la planète Mars. On l'explore dans des balados, mais c'est un bel exemple, la conquête spatiale, comme quoi les choses, la réalité est toujours plus complexe, plus difficile, plus frustrante que les rêves qu'on peut imaginer, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit comme société ou comme là, ce soit dans un grand projet comme de coloniser l'espace. Oui, et puis le XXe siècle était tellement foisonnant en termes d'invention. On venait d'inventer la machine volante, puis on a maîtrisé le vol spatial. On se disait que peut-être ça allait continuer sur la même lancée, mais c'était pas aussi facile. Exactement. D'ailleurs, hein, comme je repartais dans un des balados il y a quelques temps, au lendemain d'Apollo 11, quand on est allé sur la Lune, on se disait toujours, si on est capable d'aller sur la Lune, on doit être capable de résoudre tous les problèmes qui se présentaient à nous. 50 ans plus tard, on sait que c'est malheureusement pas le cas. Et c'est ainsi qu'en 1971, les Soviétiques ont placé sur orbite terrestre la première station orbitale appelée Salyut 1. C'était loin d'être une cité de l'espace tant attendue, Claude. Exactement. En fait, une station spatiale Salyut, ça a à peu près les dimensions d'un wagon de chemin de fer. Donc, on est loin d'une cité. Et dans le cas de Salyut 1, la station a hébergé 3 cosmonautes durant 3 semaines seulement. Par contre, ça marquait à l'époque un progrès très important parce que la station était beaucoup plus spacieuse que les capsules dont on servait à l'époque, les capsules Apollo du côté américain et les capsules Soyouz du côté soviétique. Donc, le Salyut nous fournissait fournissait à l'équipage beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'espace et aussi beaucoup plus de capacité pour mener à bien des expériences. C'était modeste, mais c'était un progrès déjà important à l'époque. L'opération de Salyut 1 a abruptement pris fin lorsque les 3 cosmonautes qui y ont séjourné 3 semaines ont péri durant leur retour sur Terre. On a cru sur le coup que leur décès pourrait être dû à leur retour brutal à la gravité terrestre après avoir passé 3 semaines dans l'espace. Mais nous savons maintenant que ça n'a pas été le cas. Et quelle était la cause de leur décès? En fait, quand on a appris que les 3 cosmonautes étaient décédés lors de retour sur Terre, on s'est dit, est-ce que c'est parce que l'organisme n'a pas été capable de supporter un séjour de 3 semaines dans l'espace? Aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire. On sait qu'on peut passer 6 mois, 1 an dans l'espace, mais à l'époque, ça a été la grande inquiétude. Heureusement, dès le lendemain, les Soviétiques nous ont révélé que non, ils ont péri par asphyxie, c'est-à-dire qu'au moment où la capsule est rentrée dans l'atmosphère terrestre, il y a une valve qui s'est ouverte, qui a laissé échapper l'air en dehors de la capsule. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les capsules sont munies d'une valve pour que, rendu près du sol, on équilibre la pression atmosphérique de la capsule et de l'extérieur pour qu'on puisse ouvrir les écoutilles, sauf que cette valve-là s'est ouverte beaucoup trop tôt, donc toute l'air s'est échappé de la capsule, ce qui a amené à l'asphyxie des cosmonautes. Un fait remarquable, à l'époque, on est en 1971, les Soviétiques sont très secrets, hein, ils ne révèlent pas grand-chose de leur programme, et surtout, quand ils ont des difficultés, ils n'en parlent pas. Cette fois-là, dès le lendemain, ils nous ont dit, écoutez, la cause de l'accident, c'est un problème de valve. On va analyser comme il faut la situation, on va y revenir, mais rapidement, ils nous ont rassurés à l'effet que ce n'était pas parce que les cosmonautes avaient passé 3 semaines en apesanteur. On en parle d'ailleurs plus en détail dans le balado 62, dans les coulisses de la cosmonautique soviétique, dans les secrets de la cosmonautique soviétique. Vous allez en parler un peu plus, mais au moins, rapidement, on a su que c'était pas parce qu'ils avaient passé 3 semaines dans l'espace. Ensuite, en 1973, les Américains ont placé sur orbite leur grosse station spatiale Skylab. Là encore, ce projet a marqué une étape importante. Exactement. Skylab a plus ou moins les dimensions d'un wagon de chemin de fer, mais il est quand même 3 fois plus spacieux qu'une station Salyut. Les astronautes qui étaient à bord donc bénéficiaient de beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'espace, et ils étaient à même de réaliser beaucoup plus d'expériences qu'un Salyut. D'ailleurs, il y a une caractéristique de Skylab qu'on ne retrouvera plus jamais. Et comme le Skylab a été construit à partir d'un étage de fusée, les astronautes ont bénéficié d'un vaste local, presque un gymnase dans lequel ils pouvaient
faire toutes sortes de prouesses de gymnastique, j'ai failli dire s'envoyer en l'air, mais ils pouvaient vraiment faire des choses. Ce qu'on a pu maintenant, parce que l'espace est toujours très restreint dans les stations spatiales, même la Station spatiale internationale, on voit que les modules, dans le cas du Skylab, ils avaient une grande pièce pour pouvoir évoluer et s'amuser. D'ailleurs, il existe beaucoup de films qui nous montrent les élucubrations des astronautes dans l'espace. Donc, Skylab a marqué un pas très important par rapport à Salyut parce qu'il était beaucoup plus spacieux et il y avait beaucoup plus d'équipements scientifiques et technologiques à bord. 3 équipages de 3 hommes ont séjourné respectivement 1, 2 et 3 mois à bord de Skylab. Alors, qu'ont-ils fait durant les mois qu'ils ont passés dans l'espace, Claude? Je dirais que la première des choses, c'est que on a appris à vivre en apesanteur, à vivre dans un vaisseau spatial, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça peut paraître facile, mais le fait de flotter, le fait de vivre dans un vaste vaisseau pose toutes sortes de problèmes. Donc, la première des choses, ça a été vraiment d'apprendre à vivre dans un monde où il n'y a pas de gravité, où tout flotte, comme on en a parlé dans le balado 153 récemment. Ça a été la première des choses. Ensuite, il y a eu beaucoup d'expériences sur comment réagit l'organisme humain dans l'espace. Parce que là, on avait, la fois, les astronautes ont passé beaucoup plus de temps dans l'espace, ils avaient beaucoup d'équipements médicaux pour prendre des mesures pour vérifier. Donc, comment l'organisme humain réagit dans l'espace au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines et même quelques mois, alors que jusqu'à maintenant, les missions qu'on avait faites dans les capsules, c'était des missions de courte durée, des fois d'une semaine ou deux. Donc là, vraiment, comment l'organisme humain. Et troisièmement, il y avait beaucoup d'équipements scientifiques, donc ils ont fait beaucoup d'expériences en sciences fondamentales, en chimie, en physique, en biologie. Les premières expériences qu'on mène aujourd'hui encore dans la Station spatiale internationale, mais c'était les premières fois qu'on faisait ces expériences-là. Et évidemment, ils ont aussi observé la Terre, parce que comme ils ont gravité autour de la Terre pendant des semaines et des mois, ils ont eu le temps d'observer la Terre comme aucun autre équipage avait pu faire auparavant. Skylab est en quelque sorte la précurseur de la Station spatiale internationale. Et toutefois, après 8 mois d'opération, soit de mai 1973 à février 1974, les Américains sont passés à autre chose. Pourquoi? C'est-à-dire que les résultats de cette expérience ne les ont pas convaincus de l'utilité des stations orbitales. Ça donnait un peu cette impression-là, que comme il n'y a pas eu de suite, il y avait prévu, la NASA, soit dit en passant, a construit 2 Skylab. Il y a le premier qui a été lancé. Le deuxième, il aurait pu être lancé quelques années plus tard. C'était les plans initiaux. Aujourd'hui, il se retrouve au Musée spatial à Washington. Si vous y allez, vous avez la chance de visiter une véritable station spatiale. On peut rentrer dedans, d'ailleurs, on peut passer à travers. Et c'est pas une maquette, c'est une vraie. Donc, il y avait un deuxième Skylab. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à la suite du premier Skylab, la NASA a décidé plutôt de se consacrer à la conception d'une navette spatiale qui servirait éventuellement à l'assemblage d'une grande station spatiale. Donc, on est passé à l'étape de la conception de la navette spatiale, ce qui a nécessité une dizaine d'années de travaux, pour ensuite arriver à l'étape suivante. Donc, il n'y a pas eu de Skylab B, même s'il y avait une deuxième station de construite qui se retrouve aujourd'hui dans un musée. Entre-temps, les Soviétiques ont lancé plusieurs Salyut, de Salyut 2 jusqu'à Salyut 7. Ils ont appris à la dure, si on peut dire même. Absolument. Il s'est passé beaucoup de choses. L'opération des stations Salyut s'est avérée très complexe. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que s'installer dans l'espace et vivre n'est pas une chose facile. Il y a eu donc beaucoup d'incidents, il y a eu beaucoup de choses qu'on a appris. Et d'ailleurs, ça pourra faire l'objet de balado. On va en parler, on va le raconter. Là. Il y aura des épisodes qui s'en viennent sur la conquête de l'espace. On est rendu dans les années 70. On va raconter un peu les épisodes de Salyut et vous allez voir que ça n'a pas été facile. L'idée, en fait, qu'un jour, on va s'installer dans l'espace, on va développer des cités dans l'espace, et la vision qu'on avait dans les 50, c'est buter à la dure réalité que l'espace, c'est un environnement extrêmement difficile, rigoureux. C'est pas facile de s'installer dans l'espace, et c'est un peu l'expérience que nous ont montré les Soviétiques avec leur station Salyut. Et puis, il y a eu la fameuse station spatiale Mir que les Soviétiques ont opérée de 1986 jusqu'à l'an 2000. Là aussi, ça a été toute une aventure, notamment à cause du fait qu'entre-temps, l'Empire soviétique s'était effondré. Et c'est une grande épopée en soi. Il y a d'ailleurs une foule d'aventures, là aussi, racontées à propos de Mir. Absolument. Si j'avais le temps, là, peut-être qu'un jour ça va venir, il y aurait matière à faire plusieurs balados pour raconter ce que ça a été
l'assemblage de la station Mir, l'opération de la station Mir. Surtout quand on y songe, là, ils ont maintenu l'opération de la station Mir, ils ont maintenu des cosmonautes à bord, alors que le pays lui-même, l'Union soviétique, est en train de s'effondrer et que tout le pays allait changer. C'est en soi une opération fantastique ce qu'ont réussi à faire les Russes, de continuer d'opérer Mir malgré tout ce qui se passait au sol. J'espère un jour avoir le temps de le raconter, mais entre-temps, on va quand même en parler dans d'éventuels épisodes sur la conquête spatiale, là, quand on sera rendu dans les années 80-90. Il y a vraiment, c'était une épopée extraordinaire que j'ai eu la chance de suivre, et j'ai même écrit un livre à ce sujet-là à une certaine époque. Ça a été quelque chose, l'opération de Mir. On l'a un peu oublié aujourd'hui, c'est un peu passé d'oubli dans l'histoire, mais c'est une opération, une aventure extraordinaire c'est extraordinaire ce que les Russes, les Soviétiques ont réussi à faire à l'époque. On va en parler éventuellement. Et Cédric Caillot nous demande alors qu'est-ce que Mir nous a apporté? On a appris énormément de choses grâce à Mir. Entre autres que assembler et opérer une station spatiale dans l'espace, c'est quelque chose de complexe. On a acquis beaucoup d'expériences grâce à Mir, expériences qui servent entre autres aujourd'hui, qui ont servi lors de l'assemblage de la Station spatiale internationale. On a tiré beaucoup profit de l'expérience des Russes. On a aussi la principale chose que je dirais nous a apporté Mir, c'est que à l'époque de Mir, il y a des cosmonautes qui avaient passé un certain nombre de mois dans l'espace. Grâce à Mir, il y a des cosmonautes qui ont passé une année ou même plus dans l'espace, donc à bord de la station Mir. Et ce qu'on a découvert, dans le fond, c'est que il est préférable de s'en tenir à des séjours d'à peu près 6 mois, parce qu'au-delà de 6 mois, ça pose des problèmes, surtout d'ordre psychologique. On va en parler un peu plus tard dans le balado. Donc, Mir nous a appris que le séjour optimal dans l'espace, c'est à peu près 6 mois, et c'est ce que font actuellement les astronautes qui sont à bord de la Station spatiale internationale et de la Station spatiale chinoise Tiangong. Donc, c'est la grande leçon de Mir. On ne peut pas maintenir des astronautes ou des cosmonautes beaucoup plus que 6 mois dans l'espace, parce qu'autrement, ça devient psychologiquement beaucoup trop stressant. Finalement, on est arrivé à partir de l'an 2000, la fameuse Station spatiale internationale, dont on parlera un peu plus tard, ajoutant qu'il y a aussi les Chinois qui se sont dotés de stations orbitales appelées Tiangong, Palais Céleste, et jusqu'à présent, il y a eu 3 Tiangong, Claude. Effectivement, dans les années 2010, les Chinois ont opéré brièvement 2 stations Tiangong 1 et 2, qui étaient à peu près l'équivalent des Salyut russes. Ils ont donc un peu refait l'expérience des Russes. Et depuis 2021, ils ont placé en orbite Tiangong 3, qui est une station multimodulaire, c'est-à-dire qui ressemble beaucoup à la station Mir. Ce que font actuellement les Chinois, c'est l'équivalent de la station Mir. Il faut savoir que les Chinois opèrent leur station avec beaucoup moins de difficultés que l'ont fait les Soviétiques ou les Russes avec leur Salyut et Mir, ou même les Américains avec leur Skylab. En fait, les Chinois ont tiré vraiment beaucoup profit de l'expérience acquise par les Soviétiques et par les Américains. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont évité de faire les mêmes erreurs, mais ils ont profité de l'expérience. L'opération des stations chinoises est beaucoup moins chaotique que l'ont été l'opération des Salyut et de Mir. C'est une bonne chose. Par contre, les Chinois, ils sont très prudents, mais ils s'empêchent à ce moment-là de développer le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence? Qu'est-ce qu'on fait quand il arrive un problème sérieux? Jusqu'à date, ils ont à peu près, à notre connaissance, évité tous les problèmes sérieux, les urgences qui pourraient se présenter. Ils n'ont pas acquis cette expérience-là. Ce que les Américains ont développé notamment lors du programme Gemini, Skylab, Apollo, on passe à Apollo 13, les Soviétiques, la même chose. Les Chinois n'ont pas cette expérience-là. Eux, ils réussissent, on pourrait dire presque parfaitement, tout du premier coup. Mais avant de parler plus avant de la Station spatiale internationale, révisons nos bases. Qu'est-ce qu'une station spatiale? Quelle différence donc y a-t-il par rapport à une capsule spatiale ou à une navette, Claude? Essentiellement, on pourrait parler d'une question de taille. Quand on parle d'une capsule spatiale ou même d'une navette spatiale, on parle d'engins qui ont plus ou moins la taille, j'oserais dire, d'une automobile en termes de volume habitable. Une navette spatiale, c'est beaucoup plus gros, mais l'habitacle où séjournent les astronautes est comparable à celui plus ou moins qu'on pourrait trouver dans mettons, une camionnette. Dans le cas des capsules, on parle de l'habitacle, à peu près la taille de l'habitacle d'une automobile. Les stations spatiales, c'est beaucoup plus vaste. On parle plus de maisons dans l'espace. On parle d'espaces qui sont souvent 100 fois plus vastes que l'habitacle d'une capsule ou même d'une navette spatiale.
Évidemment, les stations spatiales offrent beaucoup plus de confort que les capsules. Je vais ouvrir une parenthèse, mais il y a eu récemment, on en avait parlé dans le balado précédent, une mission touristique Fram 2 où 4 personnes se sont envolées à bord d'une capsule Crew Dragon, ont fait le tour de la Terre en passant par les pôles. Il y avait 2 hommes et 2 femmes. Imaginez-vous, leur capsule, là, c'est l'équivalent de l'habitacle d'une camionnette. Ils ont passé 3 jours et demi dans cette camionnette-là sans pouvoir en sortir. Il n'y a aucune intimité. Là. Vous êtes les 4 enfermés pendant 3 jours et demi. Lorsque vient le temps de dormir, vous vous installez tout simplement dans vos sièges. Il n'y a aucune intimité dans les capsules spatiales, alors que les stations spatiales, elles, offrent une certaine intimité parce que c'est beaucoup plus spacieux. Évidemment, par rapport aux capsules qu'on avait, les stations spatiales offrent beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de confort, beaucoup plus de possibilités de réaliser des expériences. Donc, et évidemment, dans les stations spatiales, vous pouvez y demeurer pendant des mois, alors que dans les capsules, déjà passer une semaine ou 2 dans une capsule, c'est presque un exploit. Donc, ça permet des missions de beaucoup plus longue durée et de faire beaucoup plus d'expériences sur le long terme. On parle aussi parfois de stations orbitales ou de stations spatiales ou encore de complexes orbitales. Alors, est-ce que ces termes désignent-ils la même chose ou des choses différentes? Quand on parle de station spatiale ou de station orbitale, on considère que c'est des synonymes, il n'y a pas vraiment de différence. Il y aurait une petite nuance. Une station orbitale, c'est nécessairement un engin qui tourne en orbite autour d'un astre, autour de la Terre en l'occurrence. Une station spatiale, ce serait une station qui est dans l'espace, possiblement ailleurs, mais en pratique, c'est vraiment des synonymes. C'est pour ça que quand j'en parle, des fois, je vais dire station spatiale, des fois station orbitale. La notion de complexe, elle, c'est un peu différent. C'est que la différence, station spatiale ou station orbitale, c'est générique. Un complexe orbital, c'est comme une station spatiale plus complexe. Les Salyut, les Skylab ne sont pas des complexes orbitaux parce que c'est des véhicules assez simples. La station Mir, la Station spatiale internationale, ça, c'est un complexe orbital parce que c'est fait de plusieurs modules qui ont demandé l'assemblage en orbite terrestre. Il ne faut pas par contre confondre station spatiale orbitale avec des bases ou des colonies. On va parler de bases lunaires, donc on parle d'installations sur le sol lunaire, ou de colonies, ça serait aussi par exemple des colonies sur Mars. Donc là, les stations orbitales ne sont pas des colonies ni des bases. Les bases, c'est basé sur le sol. Donc il y a une petite nuance. Fait que c'est ça. Sauf que quand on parle de station spatiale orbitale, c'est la même chose. Puis même, on va dire la station spatiale internationale, même si on pourrait aussi dire que c'est un complexe orbital. Autrefois donc, il y a un demi-siècle ou un peu plus, on parlait d'installer des cités dans l'espace. Alors en quoi ce serait différent? Quand on regarde les années 50, puis même les années 70, on rêvait qu'on installait des stations où il y a des centaines de personnes, ou en tout cas une centaine de personnes qui vivraient et travaillaient dans ces stations-là. Ça pourrait être des mini-villes spatiales, donc des projets grandioses. On est loin de ça aujourd'hui. Hein? La Station spatiale internationale, normalement, il y a 7 personnes qui habitent à bord. Donc, quand on parlait de cité de l'espace, on imaginait dans des grandes installations, ou peut-être même qu'il y aurait des milliers de personnes. D'ailleurs, il y avait des livres de science-fiction où on racontait l'installation de cités dans l'espace, cités qui finissent par se révolter par rapport au dictat de la Terre. Donc, il y avait des conflits, ils devenaient eux-mêmes des extraterrestres. Donc, c'est tout à fait autre chose. Et évidemment, on n'a pas de projet de cité dans l'espace, de station spatiale où il y aurait des centaines de personnes qui seraient à l'œuvre. Et en quoi les stations orbitales sont-elles si importantes pour nous? C'est parce que, essentiellement, contrairement aux capsules de spatiales qui permettent simplement de courts séjours dans l'espace, les stations spatiales permettent des longs séjours, permettent par exemple de maintenir des équipages pendant des mois, sinon même jusqu'à une année. Donc, ça permet de faire des expériences à la fois biologiques, humaines. Ça permet aussi de réaliser des expériences sur le long terme. Par exemple, si vous faites un vol de navette spatiale qui va durer 2 semaines, vous faites des expériences pendant 2 semaines. Dans le cas de la Station spatiale internationale, il y a des expériences qui sont en cours depuis des années. Les équipages qui se succèdent poursuivent les expériences. Donc, ça permet de faire des travaux sur le long terme et ou des fois de recommencer des travaux. Vous faites des expériences pendant une année ou 2, vous analysez les résultats, vous repoursuivez. Et évidemment, dans une station spatiale, comme c'est spacieux,
il y a beaucoup de matériel scientifique. Il y a énormément de matériel scientifique. Donc, vous pouvez faire plein d'expériences, que ce soit en physique, en chimie, en biologie. Vous faites des observations de la Terre aussi. Ça permet une vaste planète. La Station spatiale internationale, c'est un véritable laboratoire scientifique multidisciplinaire, ce qu'on n'a pas à bord d'une capsule spatiale ou même d'une navette spatiale. Et grosso modo, à quoi ça ressemble une station spatiale? Les premières stations spatiales, comme on l'a un peu mentionné, c'est des cylindres. C'est pour une raison bien simple. Pourquoi cylindrique et non pas carré? Parce que c'est la structure la plus solide qu'on peut concevoir. Mais en même temps, quand c'est transporté par des fusées, sous la coiffe de la fusée, c'est plus facile de rentrer un objet cylindrique. Donc, les premières stations, c'était des cylindres. C'était essentiellement un seul module ou un ensemble de modules déjà arrivés ensemble dès le départ, qu'on plaçait en orbite terrestre. Donc, c'est le cas de Skylab, des Salyut. Par la suite, quand on a commencé à concevoir des complexes orbitaux, là, c'est des stations formées de plusieurs modules lancés par des fusées différentes, par différentes fusées, et assemblés une fois en orbite. Et là, on a affaire à une infrastructure beaucoup plus complexe où non seulement vous avez plusieurs modules reliés les uns aux autres, mais vous avez des vastes panneaux solaires, des structures, vous avez des plateformes, vous avez des bras télérobotiques, tout ça. Donc, si vous regardez, par exemple, une station comme Skylab et Salyut, vous allez voir que c'est assez simple, mais on va le montrer peut-être dans d'éventuels fascicules. Par contre, si vous regardez un complexe orbital, ben là, vous allez faire un mécano où des fois, c'est difficile de s'y retrouver tellement c'est complexe. D'ailleurs, les astronautes de la station spatiale qui sortent à l'extérieur sont très impressionnés par ce qu'ils voient. Puis des fois, ils disent, on est presque perdu, on ne sait pas trop où on est tellement c'est complexe. Ils disent, OK, là, je me trouve à tel endroit. La structure n'est pas évidente. Vous êtes à l'extérieur de la station, mais vous êtes presque dans un labyrinthe, si je peux dire. Donc, un complexe orbital, comme le mot dit, c'est très complexe et c'est une structure qui comprend beaucoup plus que des modules cylindriques. Et quelle différence y a-t-il entre les différentes stations, donc Salyut, Skylab, Mir, ISS et Tiangong? Comme on l'a un peu mentionné, il y a une question de taille. Hein? Plus on avance dans les stations, plus elles sont grandes, plus elles sont spacieuses. L'autre caractéristique peut-être importante, c'est que les premières stations, et là je pense au Salyut, Skylab, Mir et Tiangong, n'hébergent que trois résidents normalement. Donc, ils sont occupés par 3 cosmonautes ou 3 astronautes. Alors que, par exemple, la Station spatiale internationale, normalement, vous avez 7 personnes qui vivent et qui travaillent. Donc, il y a beaucoup plus de travail qui se fait à bord d'ISS que dans les autres stations, parce que même la station chinoise, le complexe qui ressemble à Mir, ben, il y a 3 astronautes chinois qui travaillent en permanence et non pas 6 ou 7 comme à bord de la Station spatiale internationale. Et à savoir, sur la Station spatiale internationale, ils peuvent même aller jusqu'à 11 en fonction des rotations des équipages, il me semble. C'est ça, exactement. C'est qu'au moment du changement d'équipage, vous pouvez avoir jusqu'à 11 ou 12 personnes. Il y a aussi des visites, il y a des touristes aussi qui viennent faire leur tour de temps en temps. Fait que parfois, il y a plus que 7 personnes, il y a 10, 12 personnes, mais en temps normal, elle est occupée par 7 personnes, 7 jours par semaine, 12 mois par année. Et depuis le début de l'opération de l'ISS, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ont séjourné sur cette station? Absolument. En fait, je n'ai pas le chiffre par cœur, mais c'est à peu près 300 personnes. On a tous ceux qui sont passés. Il y a des gens qui sont... En fait, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui ont vraiment séjourné, par exemple, 6 mois à bord de la station. Il y a les équipages de navettes qui sont venus faire des visites, qui sont venus installer du matériel. Ça, c'est au début, au moment de l'assemblage. Et il y a de temps en temps des touristes qui viennent faire leur tour. Donc, il y a à peu près 300 personnes qui ont séjourné plus ou moins longtemps dans la station spatiale. Et là, je parle de 300 personnes différentes parce qu'un certain nombre de personnes ont séjourné 2, 3, 4 et même 5 fois dans la station. Oui, donc en 25 ans, on est loin de la démocratisation de l'espace tant rêvé il y a des années. Absolument, absolument. Et y a-t-il des stations à vocation civile et d'autres à vocation militaire? Bien, oui et non. C'est-à-dire qu'au début, les Soviétiques ont fait l'expérience de certaines stations militaires. En fait, ils en ont lancé une en 1974 et une autre en 1976. Pour se rendre compte que finalement, c'est pas vraiment utile la station militaire. En fait, on pensait que des cosmonautes pourraient faire des observations de la Terre, certains travaux militaires, sauf qu'on s'est rendu compte que les satellites espions font du bien meilleur travail à bien moins cher. Donc, l'utilité des stations militaires s'est avérée vraiment nulle. Les satellites font beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui,
depuis l'époque des années 70. On ne parle plus de station militaire, c'est un concept qui s'est avéré totalement inutile. Il y a parfois quelques petites expériences militaires technologiques qui sont réalisées à bord de la Station spatiale internationale, mais c'est vraiment juste, par exemple, l'essai d'équipement ou la mise au point de certains équipements, mais il n'y a pas de travaux militaires à bord de la station, genre des opérations d'espionnage ou autres. C'est une station purement civile et c'est probablement la même chose du côté de la station Tiangong chinoise. En fait, les militaires ont longtemps rêvé d'avoir leur propre station spatiale en orbite terrestre. Sauf qu'ils se sont rendus compte que c'est totalement inutile, surtout que c'est beaucoup moins coûteux d'utiliser des satellites et beaucoup plus efficace. Et prévoit-on de se doter de nouvelles stations orbitales militaires? Non, parce qu'on s'est rendu compte de l'inutilité des stations militaires, surtout qu'une station militaire, une station spatiale, c'est relativement fragile. Comme vous avez des équipages à bord, c'est un engin vulnérable. Donc, il n'y a pas de projet militaire de station spatiale, même si on peut lire que parfois, il y a certains militaires qui rêvent encore, mais les satellites font tellement mieux pour beaucoup moins cher. On a tous à l'esprit des stations en forme de gigantesques anneaux, notamment dans le film 2001 Odyssée de l'espace. Mais ce n'est pas la forme des stations actuelles. Alors pourquoi avait-on imaginé ces stations annulaires, Claude? En fait, c'est un peu amusant, hein? Dans les années 50, on se disait, l'organisme humain a absolument besoin de la gravité terrestre. On ne peut pas vivre sans gravité. On a toujours vécu dans la gravité terrestre. Ce qui fait qu'on n'imaginait pas que des humains pourraient vivre et travailler en apesanteur. En fait, on espérait que l'organisme humain pourrait peut-être supporter l'absence de gravité pendant quelques heures, quelques jours, donc des vols en capsule de courte durée, mais que du moment où on travaillerait dans l'espace, où on habiterait l'espace, il faudrait nécessairement être en gravité terrestre. D'où l'idée de construire des roues géantes. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. L'idée de la roue, c'est qu'elle tourne sur elle-même comme un pneu, comme une roue de bicyclette. Et en périphérie, ça crée une force centrifuge qui pourrait équivaloir à 1 G. Donc, les astronautes qui seraient dans l'anneau de la station auraient une gravité semblable à la gravité terrestre, donc de 1 G, et à ce moment-là, ils vivraient comme ils étaient, maintenant sur Terre. Fait qu'on avait l'idée qu'il faudrait absolument construire des stations en forme de roue parce que l'organisme humain ne pourrait pas supporter l'absence de la gravité. Or, ce qu'on a découvert dès les années 60, et c'est assez amusant, c'est que c'est pas un problème. L'organisme humain s'adapte très bien à la gravité terrestre, à l'absence de gravité plutôt. En fait, il s'adapte même trop bien, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre en l'absence de gravité sans problème. Il faut plutôt faire de l'exercice et se préparer au retour sur Terre, parce que si on envoyait des gens dans l'espace, on s'adapterait très, très bien à la gravité, d'où l'inutilité de recréer des forces de gravité à bord de stations en forme de grande roue. C'est pour ça que nos stations actuelles, ils sont d'une forme quelconque, et parce qu'on a les astronautes et les cosmonautes vivent très bien en apesanteur. Alors pourquoi n'a-t-on jamais, jusqu'à ce jour, conçu des stations en forme de roue, et peut-on songer qu'on le fera dans un avenir prévisible? En fait, ça pourrait être intéressant à certains niveaux de créer des stations en forme de roue, mais c'est d'une part très complexe à concevoir et à assembler, parce que là, vous avez des portions de roue à assembler. Donc, ça serait complexe de faire ça. Et ce qu'on a constaté, c'est que d'une certaine façon, le jeu n'en vaut pas la chandelle. On peut très bien se passer de la gravité terrestre et vivre sans gravité. Donc, ça pourrait peut-être permettre des expériences intéressantes, mais finalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, d'ailleurs, quand on parle de complexe orbital, si vous regardez des photos de Mir ou de la station spatiale, vous avez l'impression d'un bric-à-brac assemblé un peu n'importe comment. On est en apesanteur, on n'a pas besoin d'un véhicule qui est de forme aérodynamique, ou on n'a pas besoin d'un véhicule qui est conçu comme un édifice sur Terre pour supporter la gravité. Vous pouvez l'assembler dans les 3 dimensions de n'importe quelle façon, vous êtes en apesanteur. Donc, c'est beaucoup plus facile d'assembler un bric-à-brac dans l'espace qu'une station en forme de roue. Oui, et d'ailleurs, si on voulait le construire sur Terre, ça ne tiendrait pas. Absolument, exactement. C'est tout le défi de assembler. D'ailleurs, si vous allez à la NASA, il y a des installations de la station spatiale, mais qui ne sont pas conçues comme la véritable station, parce que sur Terre, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas concevoir la station spatiale telle qu'elle est dans l'espace. Et maintenant, un autre sujet, sur quelle orbite place-t-on les stations?
Les stations sont placées à environ 400 km d'altitude, c'est-à-dire assez proche de la Terre pour qu'on y ait facilement accès, mais en même temps assez loin pour ne pas subir la friction de l'air. Parce que même à 400 km d'altitude, il y a encore de l'air, et ce qui fait que la station va tendance à descendre naturellement. Si vous la mettiez à 200 km, il y a encore beaucoup plus de frottement et elle tomberait beaucoup plus vite vers la Terre. Par contre, plus vous la mettez loin, plus ça coûte cher en énergie pour aller la rejoindre. Et en même temps, à cette altitude-là, vous êtes à l'abri des radiations en provenance, entre autres, du Soleil et de l'espace, parce qu'on est derrière les ceintures de radiation devant la Lune qui nous protègent, nous, sur Terre, de l'essentiel des radiations venues de l'espace. Et donc, l'altitude optimale, c'est à peu près 400 km, ni trop proche, ni trop haut de la Terre. Et à cette altitude-là, vous faites le tour de la Terre en 1h30, c'est-à-dire 16 fois par jour. Il y a un autre paramètre important à prendre en compte, mais dont on parle assez peu, c'est l'inclinaison de l'orbite sur laquelle évoluent les stations. Qu'est-ce que c'est que ça, que l'inclinaison? Effectivement, on parle peu de ce paramètre-là, mais il est très important. L'inclinaison, c'est l'angle que fait l'orbite où circule la station par rapport à l'équateur de la Terre. C'est-à-dire que si vous placez une station qui serait en orbite autour de l'équateur, vous auriez une inclinaison de 0 degré. Et si vous placez une station sur une orbite qui passe par les deux pôles, pôle nord, pôle sud, là, vous êtes à 90 degrés. Donc, l'inclinaison varie entre 0 et 90. Et l'idée, c'est que, par exemple, la Station spatiale internationale est placée à 51 degrés. En fait, 51,6 si on veut être plus précis. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que la station va survoler la surface terrestre entre le 51e parallèle nord et le 51e parallèle sud. La station ne passe pas au-dessus des pôles, parce que pour passer au-dessus des pôles, il faudra avoir une inclinaison de 90 degrés. Donc, l'inclinaison détermine la surface au-dessus de laquelle vous passez. La station Tiangong, pour prendre l'exemple des Chinois, elle est à 41 degrés. Donc, la station chinoise passe entre le 41e degré nord et le 40e parallèle nord et le 41e parallèle sud. Par exemple, la station Tiangong ne passe pas au-dessus du Canada, ne passe pas au-dessus de la France, je pense, en tout cas pas le nord de la France, là, mais alors que la station spatiale internationale passe au-dessus de la France, mais ne passe pas au-dessus de l'Angleterre. L'Angleterre est au-delà du 51e parallèle. Donc, l'inclinaison détermine la surface que vous survolez. Pourquoi la Station spatiale internationale est à 51,6 degrés? C'est l'angle d'inclinaison. C'est là où se trouve le cosmodrome de Baïkonour, à 51,6 degrés au nord. Et donc, c'est pour permettre aux Soviétiques, aux Russes de l'époque, c'est pour permettre aux Russes d'atteindre la station à partir de Baïkonour qu'on a choisi cet angle-là. Si on l'avait placé à Cap Canaveral, on l'aurait peut-être choisi à 28,5, mais là, à ce moment-là, on n'aurait pas survolé l'essentiel du territoire américain et encore moins le Canada, par exemple, alors que la Station spatiale internationale passe en partie dans le sud du Canada. Et pourquoi ne pas placer les stations un peu plus haut et ainsi retarder leur chute? Le problème, c'est que plus vous placez la station haut, plus ça coûte de l'énergie pour aller la rejoindre. On pourrait, par exemple, dire on va placer une station à 1000 km d'altitude ou à 2000 km d'altitude, et à ce moment-là, il y a beaucoup moins de friction, la station va avoir moins tendance à descendre, mais ça coûterait beaucoup plus cher pour aller rejoindre la station, soit avec des vaisseaux cargo, soit avec des équipages. L'autre chose à faire attention aussi, c'est que plus vous êtes en altitude, moins vous êtes protégé des radiations cosmiques via les ceintures devant la Lune. Donc, à ce moment-là, vous êtes plus exposé aux radiations. Fait que l'idée, c'est de faire une espèce de compromis en étant le plus haut possible pour échapper à la friction de l'air, mais en même temps, pas trop haut pour à la fois être protégé par les ceintures vers la Lune et en même temps que ça coûte moins cher en énergie. Donc, il y a une question de compromis. Et pourrait-on ou songe-t-on actuellement à placer un jour une station sur une orbite géostationnaire? On aura alors une station qui tourne en même temps que la Terre en 24 heures, donc qui paraîtrait fixe depuis la Terre, ça aurait des avantages. Absolument. C'est d'ailleurs un des fantasmes de la science-fiction. Je ne sais pas si vous avez connu en France dans les années 60, il y avait une espèce de série pour enfants qui s'appelait Fusée XL5, où il y avait une station spatiale comme ça placée en orbite, à bord duquel il y avait un astronaute qui surveillait ce qui se passait sur Terre.
on pourrait effectivement, à l'origine, au début, on pensait qu'on placerait des satellites, des stations en orbite géostationnaire, d'où on surveillerait ce qui se passe sur Terre en termes de météorologie, en termes d'activité militaire et autres. Il y aurait donc des météorologues, il y aurait donc des observateurs militaires à bord de ce genre de station-là. Maintenant, on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on n'a pas besoin maintenant. Les satellites font le travail. Les météorologues, ils sont sur Terre. Il y a des satellites météo placés en orbite géostationnaire qui photographient la Terre et qui transmettent leurs photos. Et les météorologues sont au sol en train de les analyser et de faire leurs prévisions météo, comme on le voit. En même temps, si vous êtes en orbite géostationnaire, vous êtes au-delà des ceintures de Van Allen, vous seriez exposé aux radiations. Donc, ce serait un environnement assez dangereux. D'ailleurs, c'est un environnement hautement... Il y a beaucoup de radiations. Pour les satellites, ils sont conçus en conséquence. Et en même temps, ça coûterait très cher en énergie pour envoyer des équipages jusqu'en orbite géostationnaire et envoyer des vaisseaux de ravitaillement. Donc, c'est vraiment pas commode. Et encore une fois, c'est un peu comme au niveau militaire. Les satellites font du bien meilleur travail que si on avait une station en poste en orbite géostationnaire. À quelles conditions environnementales ont à faire face les stations orbitales? L'espace, c'est un milieu extrêmement hostile. Hein? Si on prend l'exemple de la Station spatiale internationale qui gravite autour de la Terre à 400 km d'altitude et qui fait le tour de la Terre en 1h30, ça veut dire que pendant à peu près 3/4 d'heure, la station est exposée au soleil. Ses parois montent à une température d'à peu près 120 degrés. Par la suite, la station passe à l'ombre du soleil, donc derrière la Terre par rapport au soleil. Et là, la température descend à moins 120. Ça veut dire que 16 fois par jour, pendant la moitié du temps, la station est à 120 degrés, puis la moitié du jour est à moins 120 degrés. Donc, toujours des contrastes de température énormes. Évidemment, dans l'espace, il y a beaucoup de radiation. Même si on est protégé par les ceintures de Van Allen, il y a encore des radiations. La station est soumise à des radiations. C'est évidemment aussi le vide absolu, d'où l'idée que les modules doivent être très étanches et la perfection n'étant pas de ce monde, il y a quand même des fuites, mais on s'arrange pour que les fuites d'air soient minimales, mais vous êtes dans un environnement de vide absolu. Évidemment, si la paroi était percée, vous perdriez toute votre air, donc c'est un milieu dangereux. Vous êtes aussi soumis à des micrométéorites parce que chaque jour, il y a des milliers de tonnes de micrométéorites qui tombent sur Terre chaque jour, qui frappent entre autres la station. On parle de particules beaucoup plus petites même qu'un grain de sable. La station est constamment bombardée. On ne le voit pas, là, c'est trop microscopique, mais constamment. Et en même temps, il y a toujours le risque de collision parce qu'on en a souvent parlé. Il y a des débris dans l'espace, donc la station est soumise à des risques de collision. Et en plus de se retrouver encore dans l'atmosphère terrestre, parce qu'à 400 km d'altitude, c'est un peu étonnant à dire, mais il y a encore un peu d'air. Il y a encore des molécules d'air, suffisamment d'ailleurs pour freiner graduellement la vitesse de la station et lui faire perdre de l'altitude. Il faut régulièrement la remonter en altitude. Donc, même à 400 km, il y a encore de l'air. Et à ce propos, d'ailleurs, je vous invite à regarder, on peut trouver facilement des vidéos sur Internet où on voit les manœuvres qui sont utilisées pour réaccélérer un petit peu la station. On peut les voir de l'intérieur de la station, c'est assez étonnant. Vous avez par exemple un astronaute qui va mettre un objet devant lui et au moment où les moteurs les propulseurs sont allumés, on va voir l'objet s'éloigner de lui à une vitesse assez faible. Voilà, on réaccélère de très peu de mètres par seconde, mais c'est suffisant pour le remarquer dans la station. C'est assez étonnant comme phénomène. Exactement. Puis il y a d'autres films où, je ne sais pas s'il y a des photos, où on voit que les panneaux solaires sont comme des passoires parce qu'ils ont été percés par des milliers de petits grains de micrométéorites. Donc, la station est constamment bombardée par des micro-organismes, des micrométéorites, plus petits même que des grains de sable. Et donc, tu l'as dit que les stations ont été, même en orbite basse, pas suffisamment, pas entièrement protégées contre la radiation. Alors, est-ce que la station elle-même a une protection? En fait, la station est exposée à des radiations. Les parois protègent les astronautes de l'essentiel des radiations, mais même là, dans le balado 153, où on parle des petits à côté moins glorieux de la vie dans la station spatiale, Scott Kelly, l'astronaute qui a passé 1 an dans la station, disait « Je suis soumis à chaque jour à l'équivalent d'une dizaine de radiographies, comme si je passais une dizaine de radiographies pulmonaires chaque jour.
Donc, il y a quand même des radiations qui passent à travers et vous êtes protégé de l'essentiel des radiations, mais pas quand même totalement. Donc, vous êtes partiellement protégé. Je rajouterais peut-être, il y a aussi le danger que parfois des fortes tempêtes solaires, quand il y a des tempêtes solaires, ça donne l'occasion d'avoir des aurores boréales. Ici, on en a eu d'ailleurs l'an passé des aurores spectaculaires, mais ça veut dire que la station est encore plus bombardée de radiation que d'habitude. Et dans le cas de fortes tempêtes solaires, les astronautes peuvent se réfugier dans leur capsule, là où la capsule, les parois sont beaucoup plus épais pour résister à la rentrée dans l'atmosphère. Ils sont protégés par le bouclier thermique, donc les astronautes peuvent se réfugier en cas de tempête ou de dose de radiation massive dans leur capsule le temps que la tempête passe. Mais sur la station elle-même, il n'y a pas de module plus renforcé que les autres en cas de coup dur, a priori. Non, on va toujours se servir des capsules si besoin est. Les stations orbitales sont régulièrement approvisionnées par l'entremise de divers vaisseaux cargo américains, russes, japonais ou européens, alors qu'on procède à la relève régulière des équipages par les capsules américaines et russes. Cédric nous demande alors, les systèmes d'arrimage de tous ces vaisseaux sont-ils compatibles entre eux? Et non, c'est un peu étonnant. D'ailleurs, il existe différents systèmes d'arrimage. C'est-à-dire, d'une part, les vaisseaux russes utilisent le système d'arrimage mis au point dans les années 70 pour l'opération des stations Salyut, donc ils utilisent leur bon vieux système. Les Américains ont dû développer leur propre système d'arrimage pour arrimer leur capsule Crew Dragon, leur vaisseau cargo, etc. En fait, ce qui est un peu ironique, c'est que dans les années 70, les Américains et les Soviétiques avaient développé un système commun, le système d'arrimage pour les capsules Apollo-Soyouz, qui permettait aux vaisseaux russes et américains de s'arrimer. On pensait qu'on utiliserait ce système-là, ce système international pour tous les vaisseaux, sauf que les Américains ont commis une erreur, c'est que le système développé dans le cadre de la mission Apollo-Soyouz l'a été sous licence d'une compagnie russe. Et cette compagnie-là chargeait très cher pour l'utilisation, la licence pour utiliser leur système d'arrimage. Qui fait que la NASA s'est dit, il vaut mieux développer nos propres systèmes que d'utiliser le système qu'on avait développé conjointement avec les Soviétiques dans les années 70. Donc, un système mis au point conjointement n'est pas utilisé. Fait que chacun utilise son propre système. Les Russes utilisent le leur, les Américains utilisent le leur. Et les Chinois, est-ce qu'ils utilisent un système issu du système soviétique ou bien est-ce qu'ils ont leur système à part? Ils ont développé leur propre système eux aussi. Je pense que c'est inspiré du système russe parce que les capsules Shenzhou qui transportent des équipages, c'est un vaisseau Soyouz version chinoise, donc un peu plus spacieux d'ailleurs, mais ils se sont servis, ils ont acheté la technologie aux Russes et ils l'ont améliorée, fait qu'ils ont développé leur propre système, mais probablement inspiré du système russe. Et donc en cas de gros pépins, les Américains et les Russes ne pourraient pas... ou en tout cas les Américains ne pourraient pas les sauver des Chinois et inversement. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Chacun a son propre système. Et n'y a-t-il que des stations orbitales autour de la Terre? Est-ce qu'on pourrait en placer autour de la Lune, autour de Mars, de Vénus ou du Soleil? Pourquoi n'a-t-on pas déjà fait? En fait, il n'y a pas de problème. On pourrait placer des stations orbitales, par exemple, autour de la Lune ou à Mars. Le problème, c'est d'y accéder. C'est d'envoyer des équipages jusqu'à ces stations-là. Comme on disait un peu plus tôt, plus vous placez une station à haute altitude, plus ça coûte cher en énergie. Placer une station orbitale en orbite autour de la Lune, ça demanderait beaucoup d'énergie pour aller rejoindre. Il y a un projet en ce sens, dans le cadre du programme Artemis. Les Américains songent à développer ce qu'on appelle la Lunar Gateway, qui est une passerelle, qui est une station qui serait placée sur une orbite autour de la Lune et qui servirait de passerelle entre les capsules venues de la Terre pour apporter des équipages et les vaisseaux qui font la navette entre le sol lunaire et cette station-là. Donc, il y aurait une station. On pourrait éventuellement placer une station en orbite autour de Mars ou autour de Vénus, mais à ce moment-là, il faut être capable d'y envoyer des équipages. Il faudrait donc développer la technologie des vols interplanétaires. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que au lieu de placer des stations en orbite autour de Mars et de Vénus, on place des sondes qui auscultent ces planètes-là durant des années. Donc, on étudie ces planètes-là grâce à des satellites.
Un jour, peut-être qu'on placera des stations spatiales, mais on est loin de là parce qu'on ne possède pas la technologie pour envoyer régulièrement des équipages vers la planète Mars ou la planète Vénus. Il y a aussi un projet de station spatiale, je ne sais pas si tu connais ce projet, Claude, qui permettrait de voyager de manière permanente entre deux orbites, donc par exemple l'orbite terrestre et l'orbite de Mars. Et donc la station ferait la navette en fait en permanence. Et ce qui lui permet, elle pourrait rester en fait entre les deux orbites sans utiliser énormément d'énergie une fois lancée. Alors est-ce que tu connais ce projet ? Il y a plusieurs projets dans ce sens-là. C'est un concept. Hein? C'est comme vous placez, imaginons qu'on place une station spatiale en orbite autour du Soleil qui tantôt passe près de la Terre. À ce moment-là, vous pourriez monter à bord. 6-8 mois plus tard, elle se trouve à passer près de la planète Mars. Vous pourriez débarquer à ce moment-là de la station. Donc, et cette station-là continuerait, elle, de faire le tour du Soleil. C'est des projets donc on pourrait peut-être réaliser dans à peu près un siècle, qui sont un peu au-delà de la technologie actuelle, mais en même temps, ça veut dire que si vous placez une station comme ça, c'est que régulièrement, vous allez à la planète Mars, c'est-à-dire que vous avez le besoin d'y aller souvent, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc, ça sera peut-être quelque chose qu'on fera un jour. C'est vrai que c'est un projet. Il y avait la même chose. C'est un peu l'idée du Lunar Gateway qui va tantôt passer relativement proche de la Terre. Les capsules vont aller s'y arrimer, vont revenir près de la Lune. Là, on va débarquer sur la Lune. Donc, oui, c'est des projets qui sont envisageables dans un avenir pas si lointain. Abordons maintenant des questions au sujet de la Station spatiale internationale. Résumons en premier lieu les origines et l'ampleur de ce projet. Dans les années 1970, les Américains ont choisi de se doter d'une navette spatiale, puis à l'aide de celle-ci d'installer et d'opérer une grande station. C'est en 1984 que le président Reagan a annoncé ce projet qu'il baptise Freedom, Liberté. Cette station devait être assemblée à partir de 1992 et coûter 8 milliards de dollars. L'Europe, le Japon et le Canada ont été invités à participer, mais toutefois, en 1992, le projet Freedom n'a guère avancé. En désespoir de cause, le président Clinton a alors décidé d'ajouter la participation des Russes afin de bénéficier des technologies et de l'expérience acquise par ceux-ci avec Mir. Freedom est alors devenue la Station spatiale internationale ou ISS pour International Space Station. Le premier élément d'ISS, le module russe Zarya, a été placé sur orbite le 20 novembre 1998 par une fusée russe, puis une navette spatiale a ensuite ajouté le module américain Unity le mois suivant. Comment s'est donc fait cet assemblage d'ISS, Claude ? L'assemblage s'est ensuite déroulé sur une douzaine d'années. En fait, il y a eu 27 vols de navettes qui ont apporté différents modules et différentes structures à la station spatiale. Il y a aussi des fusées russes qui ont ajouté des modules spécialisés. L'assemblage, ça a été une opération extrêmement complexe qui s'est faite, entre autres, à l'aide des Canadarms fabriqués par le Canada, donc les Canadarms de la navette spatiale, ainsi que par une bonne centaine de sorties extravéhiculaires d'astronautes qui ont procédé donc aux opérations d'assemblage. Dans un premier temps, c'était des astronautes américains et russes qui ont procédé. Puis ensuite, il est venu s'ajouter des astronautes européens, japonais, canadiens. Donc, ça a été une entreprise qui a déroulé sur 12 ans, qui a nécessité donc une centaine de sorties dans l'espace. Ça a été une opération très, très complexe. Pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un complexe orbital. Depuis quand l'ISS est-elle habitée et par qui ? La station est habitée depuis novembre 2000 par des équipages. Au début, vous aviez simplement 3 personnes qui habitaient à bord de la station. C'était soit 2 Russes et un Américain, en alternance avec 2 Américains et un Russe. Puis, avec le temps, est venu s'ajouter des représentants de l'Europe, du Canada et du Japon. Normalement, dans la station spatiale, actuellement, il y a 7 personnes qui y travaillent. Non, habituellement, vous avez 3 cosmonautes russes, vous avez 3 Américains et vous avez en alternance un Européen ou un Japonais ou un Canadien. La présence des Européens, des Japonais, des Canadiens est comptabilisée par rapport à la contribution qu'on a fait. Par exemple, le Canada, je pense qu'il contribue, je ne me souviens plus du chiffre à la dernière nouvelle, c'était peut-être 6% des coûts du projet. Ben, nos astronautes vont séjourner 6% du temps dans la station. Les Japonais contribuent beaucoup plus, donc il y a plus de Japonais qui séjournent dans la station, et les Européens, la même chose pour les Européens. Donc, c'est au prorata de ceux qui habitent. Fait que vous avez toujours normalement 3 cosmonautes, 3 Américains et un Européen, Japonais ou Canadien.
Quels sont les dispositifs de sécurité sur l'ISS? Est-ce qu'il y a de quoi détecter des collisions? Est-ce qu'il y a un système d'évacuation? En fait, il y a des risques de collision. Jamais il est arrivé jusqu'à maintenant, en 25 ans, une collision d'importance. Il y a eu parfois des petits incidents, mais rien de très sérieux. Ce sont les contrôleurs au sol qui surveillent attentivement les risques de collision et qui parfois vont dire aux astronautes, écoutez, aux résidents, il y a un risque de collision. Ça fait que soit qu'on modifie un tout petit peu la trajectoire de la station, on peut, à l'aide de moteur fusée, accélérer un tout petit peu ou ralentir un tout petit peu l'orbite de la vitesse de la station juste pour changer un peu d'orbite. Et quand il y a un risque, mais vraiment un risque très minime, on va demander aux équipages de se réfugier dans leur capsule, chacun dans sa capsule. Et de façon, la capsule, c'est l'objet, le module le plus solide de la station spatiale. Et évidemment, advenant une collision, la station serait sérieusement endommagée. Il pourrait toujours détacher les capsules et revenir sur Terre. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ça arrive quelques fois par année où il faut modifier légèrement l'orbite de la station pour éviter de collision. Ça arrive parfois que les astronautes se réfugient quelques heures dans leur capsule le temps que le danger passe. Jusqu'à date, il n'y a jamais eu d'incident. Et évidemment, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment les techniciens au sol qui surveillent et qui disent parfois il y a un danger, mais quand on parle de danger, c'est que parfois, s'il y a un objet qui va passer à moins de 5 km de la station, on ne prend pas de chance. Alors que quand ça arrive, l'objet passe à peut-être des fois 3 ou 4 km puis il n'y a pas de collision. Mais on ne prend aucune chance parce qu'une collision pourrait avoir des conséquences très graves sur la vie de l'équipage à bord. Et oui, d'ailleurs, quelle marge de manœuvre peut avoir une station orbitale de 200 mètres de long? L'espace, c'est vaste, hein? Ce qui fait que pour que deux objets rentrent en collision, c'est un peu comme deux avions dans le ciel. Il y a des avions dans le ciel, mais le ciel, c'est vaste. Donc, les chances sont très minimes, mais les conséquences seraient très graves. Ce qui fait que si vous avez l'impression que la station va arriver à un certain endroit de son orbite au moment où va passer un engin, vous arrangez soit pour arriver un peu plus tôt ou un peu plus tard à cet endroit-là, donc avant que le satellite passe ou avant que l'objet qui pose un danger passe ou soit passé. Donc, c'est juste de modifier un tout petit peu. Vous arrivez un peu avant ou un peu après. C'est un peu là, comme lorsque vous êtes en automobile, puis vous rentrez sur une autoroute, vous êtes sur la voie d'accès, et là, vous voyez les voitures et vous vous insérez entre deux voitures. C'est un peu ce phénomène-là qui se passe. C'est-à-dire que vous arrangez pour non pas rentrer en collision avec une voiture, mais passer un peu avant ou un peu après une certaine voiture. Et que se passerait-il si un résident d'ISS se blessait sérieusement ou tombait malade? Il faut savoir qu'à bord de la station spatiale, il y a une panoplie d'instruments médicaux et les astronautes sont entraînés pour faire face à un bon nombre d'urgences médicales. Dans certains cas, il y a même un médecin à bord. Dans d'autres cas, les astronautes sont entraînés pour faire face à la plupart des urgences qu'on pourrait imaginer. Et il y a du matériel médical et il y a toute une panoplie aussi de médicaments. Donc, évidemment, s'il y avait une urgence, il y aurait des médecins au sol qui pourraient guider les astronautes. Donc, ils sont entraînés pour faire face à l'essentiel des problèmes médicaux qui pourraient se poser. Et un problème auquel on ne pense pas, ils sont particulièrement entraînés pour, j'appelle ça jouer au dentiste, c'est-à-dire si vous avez un problème de dentition dans l'espace, une carie ou un abcès ou quelque chose du genre, les astronautes sont prêts à y faire face. Et ça d'ailleurs, c'est une des grandes inquiétudes. Juste avant de s'envoler pour l'espace, surtout si vous envolez pour 6 mois, chaque astronaute, chaque cosmonaute passe chez le dentiste où là, on s'assure qu'il n'y a aucun problème ou s'il y en a un, on va le régler. Mais on fait très attention pour pas qu'il y ait des problèmes de dentition. À ma connaissance, il n'est pas arrivé d'intervention grave dans la station spatiale ou même de problème, mais disons que la NASA est assez discrète sur ces choses-là. Il pourrait y être arrivé des petits incidents auxquels on n'a pas eu vent, mais à la connaissance, il n'y a jamais eu vraiment de grave urgence. Oui, et sur 300 personnes qu'il y a eu, c'est plutôt une belle performance. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est parce qu'à matin, je souffre d'un rhume, mais je me dis sûrement qu'en 25 ans, il y a dû avoir des gens, par exemple, qui ont eu la grippe. Il y a dû avoir des gens. Puis là, je parle vraiment d'une grippe là, où vous êtes couché au lit puis vous pensez presque mourir tellement vous faites de la fièvre. C'est probablement déjà arrivé. Remarque que c'est un environnement très aseptisé. Vous n'êtes pas soumis à tous les virus qui traînent sur Terre comme
vois, Florent, qu'il y a des enfants qui vont peut-être à l'école ou à la garderie qui ramènent des virus. Vous n'avez pas ça à bord de la Station spatiale internationale. Mais j'imagine que depuis 25 ans, il y a dû avoir quelques petits problèmes médicaux, mais dont on n'a pas entendu parler. Mais je suis certain que s'il y avait eu une véritable urgence, quelque chose de grave, on l'aurait su. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui est tombé malade, qui a eu une grippe ou un gros rhume? C'est possiblement arrivé, mais on n'a pas entendu parler. C'était pas sur une station spatiale, mais est-ce que dans Apollo 13, il n'y avait pas un des astronautes qui était malade? Ben oui, effectivement, Fred Haise, il faisait très très froid dans la capsule. Hein. Il faisait très froid et très humide. Fait qu'il y en a un effectivement qui a développé de la fièvre et qui a été malade le temps, mais c'est justement parce que les conditions s'étaient très détériorées. C'est un peu comme si vous étiez en camping l'hiver, les conditions sont peut-être pas évidentes. Et si on imagine qu'un résident, malheureusement, subissait un arrêt cardiaque, une embolie pulmonaire, une hémorragie au cerveau, un AVC, est-ce qu'on pourrait le ramener d'urgence sur Terre? C'est une bonne question. Hein? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour sur Terre, là, même pour des astronautes en bonne santé, c'est déjà une très grave épreuve. Hein? On en a parlé dans le balado 153. Là, le retour en Soyouz, c'est pas de mince affaire. Fait que si vous avez quelqu'un qui souffre d'un grave malaise, c'est probablement pas une bonne idée de le ramener sur Terre, mais plutôt de stabiliser sa situation dans la station, de traiter le problème dans la station. Et qu'est-ce qu'on fait après? Là, ça serait à voir, mais c'est pas une bonne idée de le ramener en toute urgence parce que le ramener sur Terre, c'est pas une balade en ambulance. C'est une épreuve très difficile à supporter pour les gens en parfaite santé. Donc, il faudrait d'abord le stabiliser dans la station spatiale. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On aurait le temps de voir venir les choses, mais si ça arrivait, ça posait des problèmes parce que revenir sur Terre, c'est une épreuve. Fait que si vous avez, mettons, un ACV ou quelque chose comme ça, puis vous revenez sur Terre, c'est probablement votre coup de grâce. Fait que je ne sais pas ce qui arriverait dans un cas comme ça. Oui, puis on imagine vite que quand on appelle les services d'urgence ici, on en a peut-être pour 10 minutes, un quart d'heure d'ambulance avant d'arriver à l'hôpital. On imagine qu'un retour sur Terre, ça va prendre au bas mot 1 ou 2 heures. Et encore. Oui, c'est ça. Ça prend quelques heures, effectivement. Et c'est toute une épreuve. Fait qu'on ne pourrait pas ramener quelqu'un d'urgence sur Terre. Il faudrait d'abord le stabiliser. Puis après ça, c'est peut-être même pas une bonne idée de le ramener sur Terre. Mais évidemment, cette situation-là n'est pas arrivée. Et les astronautes, les cosmonautes, hein, ce sont des surhommes, des surhumains. Hein? Fait que des super athlètes très entraînés. Fait que, puis évidemment, avant de partir, ils ont un examen médical très détaillé pour voir s'il n'y a pas des risques de. Mais c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Oui, ils sont principalement choisis aussi pour leurs conditions physiques. Exactement. Et si, malgré tout ça, un astronaute décédait dans l'espace, est-ce qu'il faudrait aussi, là, le ramener sur Terre? Est-ce qu'il faudrait disposer de son corps dans l'espace? C'est une très bonne question auquel la NASA s'est souvent fait poser la question, ou des astronautes se font poser. Officiellement, il n'existe pas vraiment de réponse. Le problème est assez complexe. Quelqu'un qui décède dans l'espace, est-ce qu'on le ramène sur Terre? Le problème que je poserais, c'est comment le sécuriser sur son siège et ne pas mettre en danger la vie de ses coéquipiers qui vont revenir avec lui sur Terre. Dans le fond, pour revenir sur Terre en sécurité, il faut avoir tous ces moyens. Donc, ramener une dépouille sur Terre, ça ne doit pas vraiment être une chose très sécuritaire. Il y aurait la possibilité de faire comme lorsque quelqu'un décède sur un bateau, en tout cas à l'époque des pirates, je ne sais pas si ça se fait plus aujourd'hui de même, là, mais de le jeter sa dépouille par-dessus bord. Encore là, ça voudrait dire organiser une sortie spatiale pour amener la dépouille. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir une écoutille. Il faudrait que quelqu'un aille le porter dehors. Une sortie spatiale, c'est en soi une opération très risquée. Est-ce qu'on prendrait le risque d'exposer un autre coéquipier pour se défaire d'une dépouille? D'autant plus que si vous larguez la dépouille, ça devient un débris dans l'espace qui pourrait éventuellement venir entrer en collision avec la station spatiale. Oui. L'autre possibilité, c'est de le garder à bord. Mais vous le mettez où à bord? Vous n'êtes pas prévu pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? Il n'y a personne qui a la réponse, même dans son livre, hein, Kelly, qui a passé une année dans la station spatiale, en parle en disant « Je ne sais pas ce qui arriverait ». Lui-même ne le sait pas. On imagine que la NASA y a pensé, la NASA pense à tout, on imagine qu'ils ont développé des protocoles, mais la NASA se fait très discret.
Évidemment, inutile de dire que c'est jamais arrivé dans l'espace et ça ne devrait pas normalement arriver. Mais si jamais ça arrive, ça va être toute une façon un peu particulière de traiter le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec une dépouille dans l'espace? Ce que Kelly se demandait dans son livre, est-ce qu'il y a, en anglais on appelle ça un body bag, un sac pour mettre une dépouille? Est-ce qu'il y a un body bag quelque part dans la station? Lui-même ne le savait pas. Oui, à mon sens, ce serait la possibilité la plus probable, ce serait de revenir avec la dépouille. Oui, mais c'est très dangereux. En fait, moi, j'ai imaginé un autre scénario. C'est que vous envoyez une capsule Crew Dragon sans équipage, la version cargo de Crew Dragon, dans laquelle vous mettez la dépouille, mais là, la dépouille revient avec personne à bord. Ça serait possiblement quelque chose comme ça. Sauf que envoyer une capsule cargo, ça demande des semaines, sinon des mois de préparation. Fait que là, qu'est-ce que vous faites entre-temps? Ça ne serait pas évident. En tout cas, c'est un problème qu'on espère ne jamais avoir à faire. On imagine que s'il y a eu des cités dans l'espace avec des centaines de personnes à l'œuvre, le problème se serait présenté, mais pas dans le cas d'une station spatiale où vous avez quelques résidents qui séjournent pour 6 mois. Oui, là, les programmes ne sont pas encore développés, mais si on imagine que dans le futur, de plus en plus de personnes vont se retrouver en orbite dans l'espace, fatalement, ça va arriver. Donc, voilà. En fait, au début de la spatiale, là, on se disait, un jour ou l'autre, il y a des gens qui vont mourir dans l'espace. Ça va arriver, ça répète le cas d'Apollo 13, par exemple. T'sais. Sauf qu'on est rendu, ça fait quoi, 70 ans à peu près qu'on lance des astronautes, 65 ans qu'on lance des équipages dans l'espace, c'est jamais arrivé. Oui. Mais on s'attendait que ça arriverait, ça va peut-être possiblement arriver un jour ou l'autre, mais ça n'est pas encore arrivé, Dieu merci. Il y a d'ailleurs une petite anecdote, une digression que je me permets, il y a l'histoire de Luca Parmitano, l'astronaute italien qui a failli, non seulement il a failli mourir dans l'espace, mais il a failli mourir noyé. C'est ça. Ironiquement. On peut peut-être raconter un peu pour ceux qui ne savent pas. Oui, donc il était en sortie extravéhiculaire, donc dans son scaphandre à l'extérieur de la station. Et il a commencé à sentir de l'eau qui lui coulait dans le casque autour de lui. Et ça commençait vraiment à être gênant, parce que c'est pas une énorme quantité, mais étant donné l'absence de gravité, l'eau reste collée au visage, au casque, et donc il a failli il a failli mourir noyé. Il a dû retourner d'urgence à l'intérieur. Il y avait un problème, si je me souviens bien, sur son système de survie, son système de climatisation, et donc il a dû retourner en urgence. Alors pareil, là on dit urgence, il a dû mettre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour retourner à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Oui, c'était un incident qui aurait fallu tourner bien mal. Il faut penser à une chose, hein. Quand les astronautes sortent en scaphandre, les sorties durent normalement à peu près 8 heures, 8-9 heures. Pendant tout ce temps-là, vous n'avez aucun contact sur votre visage. C'est-à-dire que si ça vous pique, si vous avez du rhume, comme moi ce matin, etc., vous ne pouvez pas vous moucher, vous ne pouvez pas vous gratter. Si vous avez une poussière dans l'œil, vous êtes donc enfermé dans un scaphandre et on ne se rend pas compte, hein, mais probablement que chaque jour, on touche des dizaines de fois son visage parce que le nez nous pique, parce qu'il y a une poussière dans l'œil ou je ne sais pas trop quoi. Dans un scaphandre, et lui, il voyait l'eau arriver dans son casque. Et il n'y avait aucun moyen, sinon peut-être d'essayer de la boire, mais on a des limites à être capable d'absorber de l'eau. Fait qu'il n'y avait aucun moyen de se protéger d'aucune façon. S'il y avait de l'eau dans un œil, il ne pouvait pas se nettoyer l'œil. C'est un peu délicat d'être en sortie spatiale. On n'y pense pas, là, mais de ne pas pouvoir toucher à son visage si on sent un certain problème, vous n'avez aucun accès à votre visage. Et effectivement, Parmitano, il a failli périr. C'est un incident qui aurait pu tourner très, très mal. Et oui, d'ailleurs aussi... il se demandait si il devait boire l'eau parce qu'il ne savait pas d'où elle venait. Ouais. Donc il se demandait si c'était pas pire que mieux que de boire l'eau autour. C'est ça, parce qu'il peut y avoir du glycol dans l'eau parce que effectivement, il ne savait pas si l'eau était potable ou pas. Claude, pourquoi est-ce qu'on limite le séjour des occupants de l'ISS à 6 mois? En fait, ce que l'on s'est rendu compte, particulièrement à bord de la station Mir, c'est qu'après 6 mois, la productivité des équipages ou des cosmonautes diminue de beaucoup. Vivre et travailler dans l'espace, c'est une expérience psychologique très stressante. Ce qui fait qu'après 6 mois, on pourrait dire vous vous ennuyez de la Terre, vous vous ennuyez du confort de la Terre, vous vous ennuyez aussi de vos proches. Comme on le raconte dans le balado 153, hein, autant la station Mir, encore plus la station Mir que la Station spatiale internationale, ce sont des environnements très, très bruyants.
Donc, vous êtes constamment dans le bruit. Vous n'avez jamais le silence. Fait qu'on peut l'endurer pendant 6 mois, mais après 6 mois, ça devient très difficile. Donc, l'idée, c'est que les performances diminuent, les astronautes deviennent plus mélancoliques, pour ne pas dire dépressifs. Ils rêvent, un peu comme Kelly l'expliquait dans son livre, de simplement s'asseoir sur une table et de déposer un objet, que ce soit un verre dans lequel vous avez un breuvage qui va rester dans le verre. Ça vous manque. Donc, on peut supporter l'espace pour à peu près 6 mois, mais au-delà de ça, ça devient très difficile. C'est une des grandes apprentissages de la station. C'est une des grandes choses qu'on a appris à bord de la station Mir. Et c'est pourquoi autant les résidents de la Station spatiale internationale que ceux de la station chinoise Tiangong, normalement, ils restent 6 mois sur Terre, dans l'espace avant de revenir sur Terre. Cette expérience-là laisse très songeur quand on pense que pour aller à Mars, c'est une opération qui prendrait 2 ans et demi. Psychologiquement, on ne sait pas si on serait capable d'endurer un tel séjour parce que dans la station spatiale, le maximum qu'on a fait, c'est 1 année et pas plus. Quel est le plus long séjour alors sur Mir et sur l'ISS? Ben, justement, dans les années 1990, il y a un médecin russe, Valéry Polyakov, qui a dans un premier temps passé 8 mois à bord de la station Mir et ensuite il est retourné pour 14 mois. Donc, il a passé l'équivalent de 2 ans. Son séjour de 14 mois, c'est le record du plus long séjour réalisé d'un seul coup par un humain. Dans le cas de la Station spatiale internationale, il y a des gens qui ont passé jusqu'à 1 an, mais personne à ce jour n'a tenté de relever ou encore moins de battre le record de Polyakov. 14 mois, ça a été le plus long séjour et personne n'ose tenter peut-être de faire l'expérience. C'est vous dire que si on voulait partir pour 2 ans, là, c'est probablement une expérience psychologique très, très difficile. On peut par ailleurs dire que le record du plus long temps passé, de temps passé dans l'espace appartient à un cosmonaute russe, Oleg Kononenko, qui lui a passé l'équivalent de 1111 jours, c'est-à-dire l'équivalent de 3 ans et 2 semaines, mais à l'occasion de 5 longs séjours dans la Station spatiale internationale. Il n'a pas fait ça d'un seul coup. Donc, l'humain qui a passé le plus de temps dans l'espace, il cumule l'équivalent de 3 années, mais à coup de 6 mois à chaque fois, et jamais personne n'a passé plus que 14 mois dans l'espace. Quelle place prendrait l'ISS si on l'installait dans mon jardin, par exemple? C'est une bonne question que nous pose Cédric. C'est vrai je peux vous dire en termes de mètres, mais ça ne veut pas dire grand-chose. La station spatiale mesure 108 mètres de longueur par 74 mètres de largeur. Ah, mon jardin est trop petit. Le mien aussi. C'est l'équivalent d'à peu près d'un terrain de foot. Donc, si vous allez dans un stade, regardez le terrain, c'est à peu près ça qu'occuperait l'espace de la station spatiale si on la mettait là. Fait que la prochaine fois que vous allez dans un stade, regardez le terrain de foot, puis vous dites c'est à peu près ça les dimensions de la station. Évidemment, si vous regardez des photos, là, il y a des grandes poutrelles avec des panneaux solaires, c'est pas plein, mais l'envergure de la station occuperait à peu près le centre du terrain, de tout un terrain de foot. Oui, et même la grande majorité de la surface de la station, ce sont les panneaux solaires et les radiateurs aussi. C'est ça, exactement, c'est ça. Autre question, combien ça a coûté l'ISS? Ça, j'avoue que c'est un de mes dadas. J'ai toujours essayé de calculer combien ça a coûté. On ne peut pas établir le chiffre. D'abord, c'est difficile de calculer les coûts depuis 1984. Combien d'argent ont consacré les Américains, les Européens, les Japonais, les Canadiens et éventuellement les Russes à la station. On n'a pas tout à fait ces chiffres-là. On a les chiffres américains et comme on sait que les Américains ont défrayé l'essentiel des coûts, on peut estimer, sans crainte de se tromper, que la station spatiale a coûté au moins 200 milliards de dollars jusqu'à maintenant. Et c'est même probablement un peu plus que ça, mais au moins 200 milliards. Et évidemment, à chaque année, ça coûte encore quelques milliards de l'opérer, etc. Donc, si vous voulez avoir un ordre de grandeur, on parle de au moins 200 milliards de dollars. Quand et comment finira l'ISS? Actuellement, l'opération de la station spatiale est prévue pour se terminer en l'an 2030.
Ça pourrait être prolongé un peu si les modules sont en bon état et si tout va bien. Peut-être qu'on va le prolonger à 2030, 31, 32. Ça pourrait se terminer plus tôt si jamais il y avait une avarie importante à bord de la station où on avait vu dans des balados précédents que Musk suggérait à la NASA de terminer le programme dès 2027 ou 2028, ce qui n'arrivera probablement pas. Actuellement, donc, le programme est prévu la station est prévue pour être en opération jusqu'en 2030 ou à peu près. Comment on va terminer la station? Ben, d'abord, il n'est pas question de l'abandonner puis de la laisser en orbite terrestre parce qu'elle va éventuellement tomber sur Terre et elle pourrait tomber n'importe où, surtout qu'on prévoit que l'essentiel de la station va brûler en traversant l'atmosphère terrestre, mais l'essentiel, pas toute la station. Il y a des morceaux qui vont arriver jusqu'au sol. Ce qui fait que quand on va le temps d'arriver à la fin du programme, on va délibérément la précipiter dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Pacifique, de façon à ce que les débris qui vont rester vont tomber dans le Pacifique Sud, au large de l'Australie, là où il y a très, très peu de peuple. C'est l'endroit le moins peuplé de la planète. C'est l'endroit d'ailleurs où on amène à la destruction les grands engins spatials. Ça a été le cas de Skylab, ça a été le cas des Salyut, ça va être c'est le cas des stations spatiales chinoises. Donc, on les précipite au-dessus du Pacifique Sud, au large de l'Australie, ce qu'on appelle le cimetière des satellites. C'est là donc la station va finir ses jours parce que probablement qu'un certain nombre de ces éléments vont survivre à la traversée de l'atmosphère, un peu comme les météorites. Là. Les météorites, souvent, c'est des gros cailloux qui traversent l'atmosphère terrestre, qui se brisent en morceaux, et certains morceaux, quand on a affaire à des gros astres, vont percuter, vont rentrer jusqu'au sol. Donc, c'est ce qui va arriver avec la station. Mais on va vraiment procéder à sa destruction à un moment très précis. D'ailleurs, probablement qu'il va y avoir des avions qui vont filmer la scène. On l'avait vu dans le cas de Mir en 2001. On va voir la station se désintégrer au-dessus d'où. Ça va être à la fois quelque chose de spectaculaire, mais un triste spectacle compte tenu de tout ce que nous aura permis de faire la Station spatiale internationale. Et qui y aura-t-il après l'ISS? Y aura-t-il d'autres stations spatiales toujours publiques ou bien opérées par le privé? Et si oui, à quoi elles serviront? La NASA ne prévoit pas construire une deuxième station spatiale internationale. En fait, la NASA espère que suite à l'ISS, il y aura d'autres stations développées par des entreprises privées, des stations beaucoup plus petites qui vont servir à des opérations plutôt commerciales. Par exemple, des stations où on va pouvoir fabriquer des matériaux de haute valeur, par exemple des matériaux électroniques ou des métaux spéciaux ou des médicaments. Donc, ça serait des stations donc, à but commercial. La NASA, d'ailleurs, finance un certain nombre d'entreprises pour qu'elles préparent différents projets. La grande question, c'est est-ce qu'il y a une cliente, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a des firmes qui sont prêtes à payer des prix souvent assez élevés quand même pour fabriquer des matériaux dans l'espace, pour fabriquer des médicaments? La NASA, elle veut poursuivre certaines expériences, donc elle va probablement participer financièrement à ces projets-là. Là. Elle va devenir un client, si tu veux. Mais c'est ça, la NASA voudrait que ce soit des entreprises privées qui opèrent des stations. Maintenant, ce qu'on peut voir comme projet, c'est probablement, ce ne sera pas des stations opérées en permanence par des équipages qui vont y résider, c'est-à-dire qu'il y aurait des visites régulièrement, peut-être à tous les 2-3 mois, pour changer l'équipement, pour recueillir, par exemple, des matériaux qui ont été produits de façon automatique et en remplacer par d'autres. Donc, il y a différents projets. C'est pas loin d'être acquis que ces projets-là vont être viables commercialement. C'est loin d'être acquis que suite à ISS, il va y avoir d'autres stations spatiales américaines ou des stations spatiales commerciales. Il se pourrait bien que dans les années 2030, il n'y ait qu'une seule station spatiale en orbite, ce soit la station chinoise, et que du côté de l'Occident, on n'ait peu ou pas de stations. Ça reste à voir, mais l'avenir est incertain. Disons que si j'étais un astronaute, je ne suis pas certain que dans les années 30, je vais pouvoir aller séjourner des 6 mois dans l'espace comme ça se passe actuellement à bord de la Station spatiale internationale. Et a-t-on déjà envisagé des stations spatiales qui seraient 100% touristiques? Et oui. Dans les années 70-80, on imaginait qu'on placerait un jour des hôtels dans l'espace et peut-être même des bases sur la Lune auxquels vous et moi, on pourrait aller passer un week-end. On avait vraiment l'idée que grâce à la navette spatiale ou à ses descendants, grâce à des futurs projets, on pourrait aller dans l'espace, loger dans des hôtels, peut-être même aller sur la Lune, etc. On rêvait beaucoup à cette époque-là. Évidemment, on connaît la suite, c'est que accéder à l'espace, ça coûte très, très, très cher, c'est extrêmement dispendieux. Et comme je le disais un peu plus tôt, l'espace est un milieu hostile, donc c'est pas facile de maintenir des installations en orbite terrestre
et encore sur la Lune. On n'est pas encore arrivé là. Ce qui fait qu'évidemment, aujourd'hui, on sait très bien que tous ces rêves-là, ce sont des chimères. Je ne sais pas si dans 200, 300 ans ou dans 500 ans, on va faire du tourisme dans l'espace, mais on fait des fois le parallèle avec l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent où résident certains scientifiques qui font des expériences, mais c'est pas un endroit touristique où il y a des hôtels où les gens vont passer un week-end. L'Antarctique n'est pas devenu une région touristique. Il est très probable que l'espace ne deviendra, dans un avenir prévisible, un endroit touristique parce que c'est beaucoup trop dispendieux et les conditions sont beaucoup trop risquées. Donc, c'était des beaux rêves qu'on faisait. Moi, je me souviens, j'ai vécu cette époque-là. C'était des beaux rêves qu'on avait, mais qui aujourd'hui semblent totalement irréalistes. Cédric nous demande également comment s'organise la vie à bord. Y a-t-il des zones qui sont réservées et d'autres zones qui sont communes? On en a déjà pas mal parlé dans le balado 153, fait que je vous réfère à ce balado-là, mais pour répondre simplement à la question, on expliquait dans ce balado-là que la station, dans le fond, comprend 2 sections. Il y a une section russe puis une section américaine. Tous les aires sont des aires communes, là. Il n'y a pas de module réservé à certaines personnes ou à certains intérêts particuliers. Donc, tout est commun. La seule chose, c'est que chaque astronaute bénéficie d'une petite chambrette qui a à peu près la grandeur d'une boîte téléphonique. Donc, ça, c'est le seul endroit privé. Tout le reste, la vie à bord de la station se fait de façon communautaire. Et à quoi sert, ou à quoi a servi l'ISS plus précisément? Qu'y a-t-il eu comme retombées concrètes qui peuvent nous être utiles à notre vie de tous les jours? C'est une question qui m'est souvent posée. C'est une bonne question qui n'est pas évidente à répondre. En fait, il faut savoir que la Station spatiale internationale, c'est avant tout un laboratoire où on fait de la recherche fondamentale. Fondamentale en chimie, en physique, en biologie, etc. Est-ce que ces recherches-là ont donné lieu à des découvertes pratiques? À ma connaissance, pas vraiment. En fait, peut-être que oui, mais c'est pas aussi clair que ça, là. D'ailleurs, l'automne prochain, ça va faire 25 ans que la station est opérée en permanence par des équipages. Ce sera l'occasion de revenir sur le sujet. Je vais tenter de m'informer. Effectivement, on se demande, est-ce qu'il y a eu des retombées très précises? À ma connaissance, non, parce qu'on a fait des découvertes. La science a avancé, on a fait des progrès scientifiques, mais je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a des découvertes qui découlent directement grâce à la station. On a inventé tel matériau qu'aujourd'hui on se sert, vous et moi, dans nos vies. Mais ce sera une question d'ailleurs que j'entends poser à la NASA et ce sera l'objet d'un balado qui va souligner les 25 ans d'utilisation de la Station spatiale. Mais il faut la regarder comme étant un laboratoire de recherche scientifique. On a acquis beaucoup de connaissances grandes grâce à la Station spatiale, mais est-ce que ces connaissances-là se sont répercutées directement dans nos vies aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être qu'il y a quelque chose, une fonction dans nos téléphones cellulaires qui a été développée à bord de la station, mais ça reste à vérifier. Y a-t-il un retour sur l'impact psychologique, on en a un peu parlé tout à l'heure, sur les longs séjours dans l'espace? Ben là aussi, c'est une excellente question qu'on va probablement pouvoir aborder l'automne prochain. Évidemment, de savoir, moi je dirais que ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'organisme humain, c'est très bien adapté à la pesanteur. On pourrait facilement rester des années dans l'espace sans aucun problème. Que la barrière, elle est psychologique. C'est en soi une découverte intéressante. L'obstacle pour aller à Mars n'est pas technique, il est psychologique. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à cette barrière psychologique-là? Est-ce qu'il y a moyen de contourner cette barrière-là? C'est le défi qu'attend peut-être la jeune génération qui écoute ce balado-là. Techniquement, on pourrait envoyer des humains vers Mars, mais au niveau psychologique, on peut peut-être pas le faire. Il y a du travail à faire là-dessus. Donc, c'est une des découvertes, c'est que peut-être que la limite humaine, c'est pas l'absence de gravité, mais c'est le confinement dans un milieu hostile pendant plus que 6 mois. Et enfin, Cédric nous demande quel impact sur l'organisme quand on reste 6 mois dans l'ISS, et est-ce qu'on peut extrapoler cet impact pour un voyage de plusieurs années vers Mars? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, l'organisme humain, il s'adapte très bien à la pesanteur. Si vous voulez revenir sur Terre, vous devez, par contre, absolument faire 2 heures d'exercice physique intense chaque jour. Ça, c'est absolument essentiel. C'est essentiel pour revenir sur Terre. Si vous songiez à ne jamais revenir sur Terre, vous n'auriez pas besoin de faire 2 heures d'exercice physique. Maintenant, quand vous faites ça, vous pouvez revenir sur Terre sans problème. D'ailleurs, on a eu un exemple récent, là, le fameux équipage de Starliner qui était parti passer une semaine dans la station spatiale, qui est revenu au bout de 9 mois.
eux sont revenus sur Terre en excellente santé. D'ailleurs, on a vu une conférence de presse 2 semaines après leur retour sur Terre. Ils étaient déjà rétablis. Sunny Williams avait dit, moi, hier, j'ai couru 3000, je pense. J'ai fait du jogging pendant 3000. Donc, l'organisme humain s'adapte très bien au retour sur Terre à condition de faire de l'exercice physique. Est-ce qu'on peut extrapoler par rapport à une mission vers Mars, donc de maintenir des humains dans l'espace durant 2 ans? Je pense qu'on ne peut pas l'extrapoler. Il faudrait vraiment l'essayer. C'est peut-être une chose de passer 6 mois, même 1 an dans la station spatiale, de faire de l'exercice physique pendant 2 jours. On revient sur Terre sans trop de problèmes. Est-ce que ce serait la même chose pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il n'y aurait pas là, une déminéralisation des os? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes musculaires? Il faut vraiment l'essayer. L'autre chose, comme je l'ai mentionné quelques fois, la limite, elle est psychologique. Est-ce qu'on peut rester dans une station spatiale pendant 2 ans? Ça m'amène à proposer un projet qu'on pourrait réaliser assez facilement et qui pourrait être une expérience très intéressante. On sait que Elon Musk envisage d'envoyer des colons vers la planète Mars. Il prévoit éventuellement, dans son Starship, amener, par exemple, une centaine de personnes qui feraient le voyage Terre-Mars pour éventuellement s'installer sur Mars. Compte tenu de la barrière psychologique qui existe, qu'est-ce qui arriverait si on mettait 100 personnes dans un Starship pendant 8 mois? Moi, je propose une expérience toute simple. Imaginez si on organisait une croisière sur les océans du globe, une croisière de 8 mois, à bord d'un navire conçu pour abriter à peu près une centaine de personnes. On peut penser à un paquebot de croisière, mais les paquebots qu'on a peut-être en tête, c'est des villes flottantes où il y a 2-3 000 personnes. Imaginons un bateau beaucoup plus petit, de taille raisonnable, sur lequel vous mettez 100 personnes pour une croisière qui va durer 8 mois, une croisière sans escale. Hein? Vous simulez un voyage vers Mars. Donc, les gens seraient sur un navire d'une centaine de personnes pour 8 mois, sans aucune escale, aucun ravitaillement. Vous êtes théoriquement en route vers la planète Mars. Et vous n'êtes pas en communication instantanée avec la Terre. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre cellulaire avec lequel vous pouvez vous entretenir avec votre famille, vos proches, ou faire des communications sur les réseaux sociaux. Vous auriez un laps de temps de plusieurs minutes, comme lorsque les équipages vont être en route vers Mars. Une fois partis de la Terre, ce ne sera pas très long qu'il va y avoir un délai de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 20 minutes pour avoir un contact direct avec la Terre. Donc, ces gens-là ne seraient pas en contact direct avec la Terre. Par contre, ils pourraient nous envoyer des informations et on pourrait communiquer avec eux, mais pas dialoguer avec eux, pas instantané. Et donc, imaginez une espèce de télé-réalité où on suivrait donc un équipage d'une centaine de personnes sur un navire qui parcourt les océans du globe sans faire aucune escale. Comment ça se passe si vous mettez 100 personnes? Et ces 100 personnes-là, ce n'est pas nécessairement des astronautes qui ont été sélectionnés depuis 5-10 ans qui se sont entraînés. Ce n'est pas des Thomas Pesquet ou des David Saint-Jacques. C'est des gens plus ou moins ordinaires. Peut-être qu'ils ont été un peu scrutés. Il y a eu des tests psychologiques pour voir si c'est des gens sains d'esprit. Mais comment ça se passerait 100 personnes sur un navire pendant 8 mois? Et je ne sais pas ce qui arriverait. Et peut-être que cette expérience-là, qu'on pourrait faire rapidement, on pourrait faire ça l'an prochain, par exemple, nous donnerait beaucoup d'informations sur qu'est-ce que ça va être le jour où vous allez littéralement enfermer 100 personnes dans un Starship à destination de Mars. Je dis enfermer parce que dans le cas du navire, les gens auraient l'avantage quand même de pouvoir aller sur le pont, de prendre l'air, de pouvoir se faire bronzer, etc. Ce qui ne sera pas le cas dans un Starship. Vous êtes enfermé imaginez dans une carlingue d'un avion là, pendant 8 mois. Mais juste de faire cette expérience-là, ça pourrait être très instructif. Et qui sait si on ne verra pas que là aussi, il y a une barrière psychologique, enfermer ou mettre 100 personnes sur un navire de croisière pendant 8 mois, ça pose des problèmes, j'oserais pas dire qu'ils vont s'entretuer les uns les autres, mais peut-être qu'on va se rendre compte que c'est presque irréalisable. Il y a des conflits, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je ne sais pas ce qui arriverait, tu sais. Mais ça serait déjà une expérience intéressante à simuler, un voyage vers Mars sur un bateau de croisière pendant 8 mois. Et ça pourrait donner l'exemple, une belle télé-réalité de voir qu'est-ce qui se passe en espérant que les producteurs ne jetteront pas en plus des problèmes, ne créeront pas des problèmes de toutes pièces comme ça arrive souvent dans la télé-réalité. Mais moi, je pense que ce serait une expérience psychologique très importante et assez facilement réalisable. Et qui sait ce qu'on va apprendre sur la possibilité d'un vol interplanétaire d'une durée de 8 mois dans un vaisseau à la Starship.
Sur ce, ça conclut pas mal le balado qu'on a fait. Moi, j'ai bien aimé l'exercice. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. Écoutez, si jamais vous avez le goût comme ça, qu'on vous parle d'un terme un peu comme le fait Cédric, ben envoyez-moi vos questions, ça me fait plaisir. Je vous ai juste souligné une chose. Je sais que les auditeurs et les auditrices aiment beaucoup qu'on parle de cosmologie. La cosmologie, c'est un sujet qui est un peu en dehors de mes compétences. En cosmologie, on arrive rapidement dans des notions très complexes, dans des notions aussi, je sais pas, je dirais controversées, mais il y a toutes sortes d'hypothèses, etc. C'est pas vraiment mon domaine où je peux parler. Fait que si vous avez des sujets qui sont à ma portée, envoyez-moi-le, parlez-moi-en. Moi, ça me donne des idées. Ça a été une très belle initiative que Cédric a pris de m'envoyer comme ça ce sujet-là. Évidemment, pour communiquer avec moi, hein, c'est facile. Hein, l'adresse, c'est tout simplement baladovde@gmail.com. baladovde@gmail.com. Quand vous écrivez cette adresse-là, vous communiquez directement avec moi. Fait que amenez-moi vos idées. Qui sait, ça donnera peut-être lieu à un balado auquel je n'avais pas pensé. Sur ça, ben, je vous remercie. Et oui, en plus, la cosmologie, c'est vrai que ces dernières années, c'est un domaine pas de plus en plus flou, mais en tout cas qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est très mystérieux, mais il y a encore beaucoup de sujets dont on ignore vraiment les réponses. C'est ça. Et je dirais aussi, il y a plein de choses sur YouTube, sur Internet, de documentaires sur la cosmologie, super bien faits, hyper intéressants. Moi, j'en regarde des fois et je suis époustouflé. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup. C'est un sujet qui fascine les gens et il y a beaucoup de choses qui existent, ce qui fait que moi, je ne suis pas nécessairement en mesure de répondre à votre demande, mais sachez que parcourez un peu sur YouTube ou autre, vous allez en trouver de l'information. Il y en a beaucoup qui en parlent et vous allez probablement un peu comme moi être rapidement perdu parce que on arrive rapidement dans des concepts assez complexes et qui posent des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Donc, la cosmologie, il y a déjà des gens qui le couvrent beaucoup mieux que moi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me donnerai pas la peine de couvrir trop le sujet. J'aime ça en parler quand je rencontre un expert qui connaît un angle comme... On a fait un balado sur la relativité, etc. avec Serge. Des gens qui connaissent le sujet, ça me fait plaisir de m'entretenir avec eux, mais je me sens pas de taille à en parler comme je peux vous parler de la Station spatiale internationale, par exemple. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir des experts, des gens dont c'est le domaine. C'est ça. Nous parler de leurs travaux, c'est toujours très, très intéressant. On ne ferme pas la porte à ce genre d'intervention, bien au contraire. Exactement, tu as tout à fait raison, Florent. Eh bien, merci à toi, Claude, et merci à Cédric Caillot de nous avoir suggéré toutes ces questions. Et on se retrouve dans 2 semaines. Qui nous écoutez, merci à vous, merci beaucoup. Votre soutien quotidien nous est indispensable pour continuer ce balado, l'aventure de ce balado. Je vous rappelle que à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados sur la plateforme Patreon, patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Donc, si ça vous tente de nous soutenir financièrement, direction le site patreon.com. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu et Dylan Baillargeon et Laurent Runigo à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.